lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. « 2471 détenus algériens ont été graciés par le président Abdelmadjid Tebboune le 25 décembre 2024. 5 jours plus tard, le président Faure Gnassingbé a fait de même en faveur de 1064 détenus togolais. Et le lendemain, ce sont quelques 2000 Ivoiriens qui ont été graciés par Alassane Ouattara. En moins d'une semaine donc, ces 3 pays africains ont libéré plus de 5000 prisonniers. C'est beaucoup, mais la junte birmane a fait encore plus, en graciant 6000 prisonniers en une seule journée, le 4 janvier 2024. Et les présidents américains Joe Biden et Donald Trump ont fait encore mieux ou pire, puisqu'ils ont, vous le savez, rivalisé d'audace en graciant des prisonniers de droit commun, mais aussi leurs partisans et leurs proches, par milliers et surtout par anticipation. Comme dirait l'autre, something is rotten in the state of Denmark. Et in France alors, notre président peut-il lui aussi remettre en cause les condamnations prononcées par la justice ? Oui, il en a le droit, un droit garanti par la Constitution, un droit exercé par exemple en faveur de Jacqueline Sauvage, graciée en 2016 par François Hollande, mais un droit exercé plutôt rarement et surtout individuellement depuis la réforme de 2008. Notre président ne peut plus gracier en masse les détenus, comme le font ses homologues étrangers ou comme le faisaient ses prédécesseurs, particulièrement dans les années 80-2000, où il s'agissait de limiter la surpopulation carcérale. Encore que, selon l'historien du droit Denis Lamotte, la réforme constitutionnelle précitée de 2008 interdit seulement les grâces impersonnelles, celles qui libèrent les détenus ayant commis certaines infractions définies objectivement, mais pas les autres grâces collectives, celles qui sont nominatives et qui se fondent sur les comportements des détenus en prison. Celle en fait qu'il a étudiée dans sa thèse, intitulée « Les grâces collectives en France au XIXe siècle », 1818-1911. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, vous avez soutenu votre thèse le 19 décembre 2023 à l'université Paris 2, après des études récentes en droit privé, qui vont vous permettre de devenir bientôt avocat à Toulouse, mais qui font suite à d'autres études plus anciennes en histoire, qui vous ont permis, il y a presque 30 ans, d'enseigner l'histoire au collège et au lycée. Alors je comprends naturellement que vous ayez souhaité poursuivre vos études par une thèse, a fortiori en histoire du droit, cette matière qui réunit le meilleur et les meilleurs de l'histoire et du droit. Mais pourquoi avoir fait cette thèse à un moment avancé comme ça de votre vie ? J'ai découvert l'histoire du droit un petit peu tardivement, lorsque je me suis inscrit au master de l'université Paris-Assas. Et ça a été un tel plaisir, je dois dire, de faire de l'histoire du droit que j'ai eu envie de continuer. Je n'avais pas forcément prévu de faire une thèse aussi tardivement, mais j'ai eu tellement d'intérêt pour cette matière que j'ai eu envie tout simplement de faire de la recherche en histoire du droit. Et pourquoi sur ce sujet-là en particulier ? Alors ce sujet-là, en réalité, il est venu, je l'ai découvert lors de mon master. Quand je suis arrivé donc dans ce master d'histoire du droit, j'ai cherché quelque chose qui soit en lien à la fois, enfin qui soit relativement récent et en lien avec le droit pénal. Et puis là, j'ai eu, je pense peut-être un réflexe d'historien littéraire que j'étais donc avant, comme vous l'avez rappelé, et j'ai tout simplement recherché dans le guide des archives judiciaires et pénitentiaires de Jean-Claude Farcy, quelles étaient les archives qui étaient disponibles et peut-être qui n'étaient pas trop exploitées. Et Jean-Claude Farcy indiquait qu'il y avait, pour le XIXe siècle, pour la grâce au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'archives conservées et qu'elles étaient relativement peu exploitées, en tout cas du point de vue de l'histoire du droit. Donc j'ai commencé au niveau du Master 2 à m'intéresser à ces archives. J'ai cherché dans ces archives qu'est-ce qui pouvait être étudié. Il y avait beaucoup de sujets possibles, y compris sur les condamnés à mort, par exemple, les grâces des condamnés à mort. Mais j'ai découvert un épisode assez bref qui s'appelait les grâces trimestrielles, donc des grâces qui étaient accordées tous les trimestres à des détenus pour de courtes peines et qui avaient été accordées entre 1873 et 1876. Donc période courte, carton d'archives relativement limité, enfin volume d'archives relativement limité. Et j'ai fait mon mémoire sur ce sujet. Et je me suis rendu compte, en étudiant ce sujet, qu'il y avait un sujet beaucoup plus vaste, qui était celui des grâces collectives, donc qui avaient été accordées annuellement cette fois, mais dès 1818 et tout au long du siècle. Donc j'ai voulu poursuivre en thèse sur ce sujet-là. Comme vous l'avez dit, ce sont des grâces collectives. Pour bien cerner la notion, il faut la distinguer d'autres notions, et d'abord évidemment des grâces individuelles. C'est quoi les différences, les points communs entre ces deux notions ? Alors,
Tout d'abord, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les grâces collectives que j'ai étudiées au XIXe siècle sont en réalité des grâces nominatives. Donc, si vous voulez, une grâce collective, c'est un petit peu comme un grand nombre de grâces individuelles rendues en même temps. Et elles ne sont pas comme les grâces plus récentes qu'on appelait grâces collectives, effectivement, jusqu'à la révision constitutionnelle de 2008. Ce ne sont pas des grâces impersonnelles. Hein, voilà. Donc, au fond, ces grâces collectives, j'allais dire d'un point de vue peut-être strictement juridique, ne se différencient pas tant que ça des grâces individuelles, en ce sens qu'elles sont tout simplement un grand nombre de grâces annoncées en même temps, et par contre, et c'est ça qui est intéressant, pour des raisons précises. Et donc là, effectivement, c'est une différence de degré, on pourrait dire, avec les grâces individuelles. Par contre, entre les grâces collectives et l'amnistie, il y a peut-être une différence de nature, n'est-ce pas? Et c'est la deuxième distinction que j'aimerais faire avec vous. Ah oui, alors il y a une grande différence entre la grâce et l'amnistie. La grâce, si vous voulez, se limite en fait à une exemption de l'exécution de la peine, ou alors la substitution d'une peine par une autre peine, mais qui est moins grave. Donc c'est ce qu'on appelle les commutations. L'amnistie, en revanche, elle va anéantir totalement. En réalité, elle va retirer leur caractère criminel ou délictuel aux faits qui ont eu lieu et qui auraient pu donner lieu ou qui ont donné lieu à une condamnation ou à des poursuites. Donc les effets sont plus importants. Donc les effets sont plus importants parce que dans la grâce, en réalité, le jugement de condamnation est maintenu. C'est pour ça que la grâce ne remet pas en cause la condamnation. En réalité, elle se contente de jouer sur l'exécution de la peine. Et ça a un nombre de conséquences. Les droits de la partie civile sont conservés. Le jugement reste, donc il peut être par exemple le premier terme d'une récidive, si le cas échéant. Ah oui, alors quand il y a une amnistie, ça efface tout, donc on ne pourra pas considérer que l'individu est récidiviste s'il recommet le même type de... Absolument. Et puis ça peut intervenir aussi au stade des poursuites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore condamné, vous pouvez être amnistié. Alors qu'en revanche, vous ne pouvez pas être gracié si vous n'êtes pas encore condamné. Mais cette distinction, qui nous paraît si naturelle dans le droit positif, en réalité, elle est loin d'être aussi évidente que ça, parce que vous l'avez souligné en parlant des présidents Biden et Trump, c'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, le pardon qui peut être accordé par le président va en réalité être à la fois une grâce et en même temps une amnistie, et c'est pourquoi on peut donner un pardon préventif. On peut retirer préventivement aux faits leur caractère infractionnel. Autre distinction entre la grâce collective et la libération conditionnelle, dont vous parlez dans votre thèse. C'est quoi la différence entre ces deux mécanismes ? Alors, en réalité, ces deux mécanismes ont exactement le même objectif. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les grâces collectives, ce sont des grâces accordées en même temps, en même moment, mais en réalité, accordées pas à n'importe quel moment, on y reviendra, à une date solennelle, et surtout accordées pour récompenser la bonne conduite des détenus en détention. Donc, ces grâces ont un objectif précis, en réalité. Et la libération conditionnelle a le même objectif. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de récompenser et d'encourager la bonne conduite en détention, et donc, pense-t-on à cette époque, l'amendement du détenu, son amendement moral. Voilà pour la définition en creux des grâces collectives, en disant ce qu'elles ne sont pas. Qu'est-ce qu'elles sont maintenant? Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner une définition positive, brève, de ces grâces collectives? Oui, finalement, on l'a déjà vu. Les grâces collectives, donc, ce sont des grâces qui sont accordées en nombre, à un grand nombre de condamnés en même temps, à une date qui est une date importante, solennelle. Ces condamnés sont tous des détenus, et ces détenus sont récompensés parce qu'ils se sont bien conduits en détention. Et un élément que je voudrais rajouter à ce stade, c'est que les grâces collectives sont accordées, bien entendu, par le chef de l'État, donc suivant les régimes, le roi, l'empereur ou le président de la République, mais sur proposition de l'administration des prisons. C'est l'administration des prisons, l'administration pénitentiaire, qui va choisir en quelque sorte les détenus méritants, qui va les proposer, alors non pas directement d'ailleurs au chef de l'État, mais au ministre de la Justice, qui joue le rôle de conseiller du chef de l'État. Et le ministre de la Justice va ensuite proposer une liste de ces détenus au chef de l'État, qui va les gracier à une date symbolique. Voilà pour la définition du sujet. Passons à sa délimitation. Deux dates précises, 1818-1911. Pourquoi ce cadre chronologique ? Alors, la date de 1818, c'est parce que c'est la mise en place des grâces collectives par une ordonnance de Louis XVIII, qui est une ordonnance très importante, du 6 février 1818, donc qui tout simplement crée ces grâces collectives, et qui ensuite vont être accordées donc, tout au long du XIXe siècle, et d'ailleurs au-delà.
parce qu'en réalité, elles vont jusqu'en 1971-72. Mais il fallait s'arrêter un petit peu plus tôt pour plusieurs raisons, mais entre autres pour des raisons d'archives, parce que les archives ne sont pas ouvertes, évidemment, jusqu'à une date aussi récente. Et j'ai choisi celle de 1911 parce que c'est le moment, en fait, où l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la Justice. Jusqu'à 1911, l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc nous avons quand même là un changement important, même si ce changement s'est sans doute pas manifesté immédiatement après la date de 1911. Il a fallu quand même un certain nombre d'années pour que l'administration pénitentiaire soit véritablement intégrée à celle du ministère de la Justice. Mais c'était quand même une date qui pouvait être retenue pour cette raison et qui me permettait d'intégrer dans ma recherche les années 1906-1908. Pourquoi ces années-là ? Ces années n'ont rien d'exceptionnel, c'est juste qu'il se trouve que dans les archives où il y a eu beaucoup de tri, on a beaucoup enlevé disons, de dossiers, et bien il se trouve qu'entre 1906 et 1908, pour une raison qui n'est pas expliquée, on a conservé un certain nombre de dossiers d'archives nominatifs de cette période-là. Donc je voulais absolument pouvoir les englober dans ma recherche. Donc j'ai fait un 19e siècle un peu qui déborde un peu sur le 20e siècle. Vous avez dit que 1818 est donc la date de la grande ordonnance fondatrice. Est-ce qu'il y a eu d'autres grandes lois ou grands textes, un ou deux, à citer après, jusqu'à la fin de votre... Eh bien non, en fait, il y a très peu de textes, parce que la grâce, on va y revenir, mais la grâce, elle n'est pas réglementée, si vous voulez, par des lois, en règle générale, à cette époque. Et en fait, finalement, l'inflexion la plus importante de ma thèse, c'est la loi de 1885 sur la libération conditionnelle, justement. C'est-à-dire que c'est une loi qui ne concerne pas les grâces, mais qui, en réalité, est extrêmement liée à la question des grâces. Et c'est pourquoi ma thèse s'organise en deux périodes, en fait, enfin en deux moments. D'abord avant la libération conditionnelle et ensuite au moment de la libération conditionnelle et après. Vous l'avez dit, il y a très peu pas du tout même de grandes lois après, mais il y a par contre beaucoup de sources administratives, de circulaires qui vont permettre d'interpréter, de compléter cette ordonnance. Et puis un objet juridique original que je ne connaissais pas, le répertoire du Bureau des grâces. Qu'est-ce que c'est que ce document ? Alors le répertoire est une sorte finalement de rescrit administratif. C'est-à-dire que lorsque le ministère de la Justice est interrogé sur une question concernant les grâces, lorsqu'il rencontre à l'occasion d'un dossier particulier une difficulté, il va essayer de la résoudre et ensuite de conserver la solution pour le futur. Et donc il garde pour lui-même, en réalité dans ses propres archives, une trace de la solution en question. Et c'est ça qu'on appelle le répertoire des grâces. Donc il ne s'agit pas, le répertoire du Bureau des grâces pour être précis, il ne s'agit pas donc d'un document qui va être publié, il reste en réalité entre les mains de l'administration de la justice, et il sert surtout à avoir toujours la même réponse juridique lorsqu'une question revient. Et c'est pour ça que je parle de rescrit, parce que parfois on peut avoir une question qui est posée par exemple par un autre ministère ou une question qui est posée par un procureur général et on va avoir la réponse qui est apportée par le ministre de la Justice. Voilà pour les sources administratives. Une autre source, la coutume. J'ai appris en lisant votre thèse que la coutume, alors que c'est au XIXe siècle, était importante dans votre sujet. Pourquoi est-ce qu'elle était importante et puis est-ce que vous auriez un exemple de coutume à nous donner ? Alors la coutume est importante, mais en même temps c'est un peu un trompe-l'œil. Alors je m'explique. C'est vrai lorsqu'on parle de grâce que en effet elle est censée être réglementée par la coutume. Et d'ailleurs vous avez un auteur qui s'appelle Jacques Monteil qui a écrit sur la grâce contemporaine, puisque son ouvrage date de 1959, la grâce en droit français moderne. Et cet auteur nous dit que effectivement le droit de grâce demeure régi par l'usage et que finalement, le droit de grâce, il nous dit, l'exercice du droit de grâce est régi par des règles coutumières et la tradition en cette matière à force de loi. Donc ça, je le précise, Jacques Monteil ne parle pas des grâces collectives spécialement, il parle des grâces en général, et il ne parle pas que du XIXe siècle, il parle également du XXe siècle, puisque son ouvrage date de 1959. Cependant, il se trouve que les règles traditionnelles, c'est celles qui viennent, mettons, de l'Ancien Régime, ne peuvent pas être appliquées en réalité au XIXe siècle parce que le système juridique a changé de tout au tout. Il n'y a aucun sens, évidemment, à accorder une lettre de rémission, vous en doutez bien, au XXe siècle ou au XIXe siècle. Et par conséquent, il faut en réalité tout reconstruire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va
à la fois se référer à la coutume, la tradition ou l'usage, mais en même temps, on va créer des règles nouvelles qui sont créées au travers des circulaires, au travers des correspondances, à chaque fois en se référant donc à une sorte d'idéal qui en réalité n'existe pas parce qu'on est obligé de l'adapter. Et donc, ce sont des normes finalement d'une valeur, j'allais dire, assez basse dans l'échelle de la hiérarchie des normes, des circulaires, mais qui prétendent non pas créer du droit, mais simplement interpréter un droit coutumier qui en réalité existe peu. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu paradoxal avec le droit de grâce. Alors, vous m'avez demandé un exemple, je vous le donne. Il y a quand même une chose qui est assez particulière, c'est le rôle du ministre de la Justice, par exemple. Le rôle du ministre de la Justice dans la grâce est très peu cité par les textes constitutionnels. Il l'est uniquement au moment du rétablissement du droit de grâce en 1802, mais ensuite il n'est jamais cité. Or, le ministre de la Justice a un rôle essentiel dans la grâce. Et d'ailleurs, l'existence de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice et du bureau des grâces dans cette direction montre bien qu'il y a en effet une spécialisation de cette administration sur cette question. Mais pourtant, le rôle du ministre de la Justice n'est en règle générale pas cité ni dans les lois ni dans les textes constitutionnels. C'est véritablement une forme de tradition que de lui donner, une forme de coutume que de lui donner ce rôle. Puisque vous parlez de tradition, parlons de vos prédécesseurs. Est-ce que vous auriez quelques noms, quelques grandes lignes à nous donner sur l'historiographie qui vous a précédé ? Alors, sur le 19e siècle, il n'y a pas de recherches qui m'ont précédé. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les archives du 19e siècle, elles ont été très peu étudiées. Bien entendu, les archives, en revanche, les grâces d'Ancien Régime ont été beaucoup mieux connues. Il y a eu des études très importantes. Je pense à Claude Gauvard, je pense à un certain nombre de grands historiens et historiennes qui ont travaillé sur ce sujet. Mais en ce qui concerne le 19e siècle, c'est un champ encore tout à fait nouveau. Il y avait une historienne littéraire, Edwige de Boer ou de Bourg, je ne sais pas comment on prononce, qui avait commencé à travailler sur la grâce, mais qui n'est pas allé au bout de sa thèse, qui semble-t-il n'est plus référencée sur thèse.fr. Et puis, il y a eu quelques historiens ou historiennes du droit, je pense à Inda Idili Azema, qui avait évoqué rapidement les grâces collectives dans son ouvrage sur la discipline pénitentiaire, mais à part ça, très peu de choses. Donc en réalité, j'espère que s'ouvre un champ de recherche sur la question de la grâce au XIXe siècle. Et j'ai l'impression que votre thèse, après l'avoir lue, à la fois comble un vide, vous venez de le dire, mais aussi apporte un éclairage nouveau sur les origines de la libération conditionnelle qu'on montre trop en opposition avec cette grâce collective. L'une de vos thèses, et il y en a peut-être d'autres, est justement de repenser cela. Et alors, d'où ma question, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un ou deux apports importants de votre travail qu'on développera après évidemment dans le reste de l'émission? Je pense effectivement que sur la question de la libération conditionnelle, j'apporte un éclairage nouveau, puisque on a considéré pendant très longtemps que la libération conditionnelle, la loi donc du 14 août 1885, était en quelque sorte la première étape dans le développement du droit de l'application des peines ou du droit de l'exécution des peines contemporain. Qu'elle rompait complètement avec ce qu'il y avait avant. Voilà, et qu'elle faisait une forme de rupture, de grande nouveauté. Ça a souvent été dit ça par les historiens, les juristes. Or, en réalité, je montre que la libération conditionnelle n'est pas du tout une nouveauté, qu'elle est en réalité précédée par les grâces collectives, et ce depuis déjà 1818. Donc, vous voyez, de 1818 à 1885, quand même, il y a déjà pas mal d'années qui se sont écoulées. Et que donc, en réalité, l'histoire de l'exécution des peines ou de l'application des peines commence beaucoup plus tôt que ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Pour cela, pour cette thèse, vous adoptez un plan chronologico-thématique en deux parties. Dans la première, qui se concentre sur la première moitié du XIXe siècle, vous présentez les raisons et les modalités d'instauration des grâces collectives, en vous demandant à la fois pourquoi, par qui, comment ces grâces furent instaurées, mais aussi ce qu'elles furent concrètement, comment elles fonctionnaient, ou pour le dire de manière plus technique, quel était leur régime. Ensuite, dans la seconde partie de votre thèse, qui porte principalement, mais pas exclusivement, sur la fin du XIXe et le début du XXe, vous vous concentrez sur le déclin de ce mécanisme qui est critiqué, qui est concurrencé par l'instauration de la libération conditionnelle, avec laquelle la grâce collective a cohabité, tant bien que mal, pendant plusieurs années. Voilà le plan de votre thèse que nous allons approfondir dans la seconde partie de notre émission.
Les grâces collectives ne doivent pas être réduites à la manifestation d'un arbitraire politique. Elles sont soumises à un véritable régime juridique que vous présentez en détail et dont nous allons donner un aperçu dans un premier temps. Mais votre thèse porte aussi sur les débats dont la grâce fut l'objet tout au long du XIXe siècle, et c'est ce que nous verrons dans un second temps. Commençons par le régime. Comme son nom l'indique, la grâce collective est collective. Elle libère concrètement plusieurs prisonniers chaque année. En gros, chaque fois, et en tout, combien de prisonniers, combien de personnes sont graciées? Alors, j'ai essayé dans une partie donc, de faire des statistiques. Et pour cela, je me suis évidemment inspiré de sources, et en particulier de cette source très importante qu'est le compte général de l'administration de la justice criminelle en France. Il se trouve que cette publication va commencer à donner des tableaux des grâces collectives à partir de 1837. Donc c'est à partir de cette date et non à partir de 1818 qu'on peut commencer à avoir une étude quantitative. Et j'ai calculé qu'entre 1837 et 1885, donc très exactement, 51 152 grâces ont été accordées, suivant donc les modalités de l'ordonnance, soit un peu plus de 1000 par an en moyenne. Alors, une petite précision, parce que je crois que j'ai oublié de le dire, une grâce ne signifie pas nécessairement une libération. Une grâce peut être une réduction du temps qui vous reste à accomplir, mais une réduction qui n'est pas totale. Donc il peut y avoir soit une remise du reste, effectivement, qui aboutit à la libération du détenu. Il peut y avoir également donc, une grâce qui va retirer 2 années sur, par exemple, les 5 ou 6 qu'il peut rester à exécuter. Donc une grâce, ça ne veut pas dire qu'il y a eu autant de libération de détenus immédiatement après la grâce durant cette période. En tout cas, ça nous donne une moyenne d'à peu près 1000 par an. Une autre spécificité de la grâce, en plus d'être collective, c'est d'être régulière, d'être annuelle. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quand est-ce qu'on a une idée des dates à peu près auxquelles la grâce a été accordée et pourquoi avoir choisi telle ou telle date? Alors, on a tout à fait une idée des dates à laquelle était accordée, puisque c'était une question très importante. Et c'était à chaque fois une date solennelle. L'ordonnance de 1818, d'ailleurs, spécifie la date et dit bien que c'est le jour de la Saint-Louis, donc le jour de la fête du roi, que les grâces doivent être annoncées. Et puis ensuite, chaque régime va modifier la date en fonction de ses propres... de sa propre idéologie, de sa propre symbolique. Donc on va avoir par exemple le jour de la fête de Napoléon, le 15 août, pendant le Second Empire. On va avoir le jour de la réunion de l'Assemblée constituante pour la Deuxième République. Et puis, au début des années 1880, c'est le 14 juillet qui est choisi comme date symbolique et qui va demeurer pour le coup pour le reste de la période. Ces grâces ont donc des dates qui leur donnent une certaine régularité, mais pas forcément une automaticité, en ce sens que les détenus doivent s'être bien comportés, doivent mériter la grâce. Comment évaluer ce mérite? Comment savoir que le repentir, que l'amendement est sincère? Alors, l'ordonnance de 1818 ne définit pas la bonne conduite. Elle dit simplement que les détenus qui se sont fait remarquer par leur bonne conduite et leur assiduité au travail peuvent bénéficier d'une grâce. Alors évidemment, cette question de la bonne conduite, vous en doutez bien, a posé question. Au début de la période, il s'agit surtout, je crois, d'une question morale. On pense la bonne conduite comme l'amendement. Et puis petit à petit, on va voir un certain nombre d'éléments supplémentaires se rajouter à travers justement les circulaires qui vont être envoyés par les ministères vers les exécutants, et un certain nombre d'autres critères, comme par exemple les ressources en cas de libération, comme les liens avec la famille. Un certain nombre de choses comme ça commencent à être prises en compte petit à petit pour pouvoir savoir qui doit être désigné pour les grâces. Donc vous voyez que finalement, des éléments qui sont extrêmement, on va dire, extrêmement modernes de l'application des peines naissent dans ces circulaires au cours du XIXe siècle. Oui, c'est pas seulement est-ce qu'il s'est battu avec ses co-détenus, est-ce qu'il a insulté un gardien, est-ce qu'il a... Alors là, il y a quand même aussi une question qui reste difficile à trancher, mais est-ce que la bonne conduite, ça doit être simplement l'observation des règlements, ou est-ce que la bonne conduite, ça doit aller au-delà et révéler un véritable amendement? Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'amendement moral ou sur les liens avec la famille, c'est une chose. Maintenant, il est absolument certain que, dans la plupart des cas, du côté des directeurs de prison, ce qui compte, c'est que, surtout, le prisonnier ne fasse pas de vagues, en quelque sorte. Et bien entendu, la grâce est une sorte de carotte, si je peux me permettre cette expression, là où la sanction disciplinaire, la discipline en prison se met en place dans le même temps, la sanction disciplinaire est bien évidemment le bâton. Donc, il va de soi que ces grâces ont aussi ce rôle de maintenir la discipline en détention
que d'autres mécanismes comme la réduction de peine peuvent avoir à l'heure actuelle. Là, on a pris en compte le comportement du détenu en prison. Est-ce que le crime qu'il a commis, l'infraction qu'il a commise et qui a expliqué sa détention, est-ce qu'elle est aussi prise en compte? Ou autrement dit, est-ce qu'on peut libérer n'importe qui, n'importe quel criminel? Ou est-ce qu'il y a des choses que l'on ne veut pas voir dehors? Alors, la grâce, en principe, donc, et sur le plan juridique, la grâce n'est pas limitée par la nature du crime. Donc, toute infraction peut être graciée. Maintenant, j'ai essayé de voir donc, dans les statistiques s'il y avait des biais, c'est-à-dire est-ce que certains types d'infractions ou de crimes sont plus favorisés que d'autres, étaient davantage graciés que d'autres. Je n'en ai pas trouvé spécifiquement. J'ai l'impression que globalement, les gens qui sont graciés ont été condamnés pour à peu près le même type d'infraction que les autres détenus. Donc c'est véritablement la conduite en détention qui doit être le point principal. Cependant, il est absolument certain que le ministère de la Justice n'oublie jamais en quelque sorte les circonstances de l'infraction et il y a toujours une espèce elle fait toujours, cette administration, une espèce de balance entre ce que l'infraction et aussi le dossier judiciaire à l'origine a pu révéler du détenu, du condamné, de sa personnalité, et puis ensuite ce que la détention a pu en dire. Donc vous voyez, si vous avez commis un crime beaucoup plus grave, il est certain qu'il faut faire preuve d'autant plus de bonne conduite en détention, en quelque sorte. Et ces éléments étant pris en compte, la grâce ne sera pas pour autant accordée automatiquement, c'est-à-dire que ce ne sera pas un droit pour le détenu qui ne pourra sans doute pas contester un refus devant le juge. Voilà, alors traditionnellement, donc la grâce n'est pas contestable. Ça, ce sont des décisions du Conseil d'État. Alors, tout type de grâce, qu'il s'agisse d'une grâce collective ou d'une grâce individuelle, on ne peut pas contester une grâce, on ne peut pas refuser une grâce. Une fois que vous l'avez, vous l'avez, voilà. Vous pouvez la solliciter, mais vous ne pouvez pas la refuser. Il y a donc un faisceau d'indices utilisé discrétionnairement par l'administration. Par qui exactement? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Quels sont les acteurs qui interviennent dans le processus? Oui, alors je l'ai dit, il y a toute une procédure en réalité qui est suivie pour les grâces collectives et qui est très bien, qui est décrite par l'ordonnance de 1818 et qui ensuite est précisée par l'ensemble des circulaires et des correspondances des ministères. Donc à l'origine, la proposition doit être faite par l'administration pénitentiaire. Alors en l'occurrence, le texte de l'ordonnance de 1818 dit les préfets, parce que les préfets dirigent l'administration pénitentiaire dans leur département. Donc concrètement, les directeurs d'établissements pénitentiaires vont adresser une liste au préfet. Le préfet va transmettre cette liste au ministère de l'Intérieur, qui va la transmettre au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice va prendre l'avis des procureurs généraux. Et cet avis des procureurs, d'ailleurs, il est demandé aussi pour les grâces individuelles, c'est la même procédure. Et ensuite, en ayant à la fois d'un côté donc, la proposition par l'administration pénitentiaire et de l'autre l'avis du parquet, le directeur des affaires criminelles et des grâces va établir une liste qui va être proposée au chef de l'État. Et pour les bagnes, évidemment, on ne peut pas passer par les préfets, donc on va passer par les commissaires de la marine et à l'époque de la transportation par les gouverneurs. Il y a donc deux administrations, la pénitentiaire, donc l'intérieur à l'époque, et la justice. Leurs rapports sont bons ou conflictuels? Oui, alors trois administrations, puisque comme je viens de le dire, il y a aussi l'administration du ministère de la Marine ou des colonies. Alors leurs rapports ne sont pas très bons. Il y a énormément dans les archives de traces, on va dire de différends, d'incompréhension entre ces différentes administrations. Alors à cela, je pense qu'il y a deux raisons. Une raison, d'abord, qui est une raison très bureaucratique, qui est que tout simplement, chaque administration, effectivement, essaye de défendre son précaré. Et voilà, il y a ce genre de choses s'observe de manière très courante dans les... Sauf à l'université. Et puis, il y a une seconde raison qui, là, est une raison de fond, qui est, au fond... Une fois que la peine a été prononcée par les juridictions et qu'elle est au stade de l'exécution, qui doit se charger de cette exécution? Est-ce que finalement il s'agit seulement d'une tâche administrative ou est-ce que c'est une tâche qui serait également encore judiciaire? Et ça, c'est la raison de fond qui oppose l'administration des prisons et l'administration du ministère de la Justice, puisque l'administration des prisons va considérer qu'elle est en quelque sorte l'experte de l'exécution de la peine. C'est elle qui voit les détenus, c'est elle qui est au contact des détenus, c'est elle qui peut juger de leur conduite, car je le rappelle, les grâces ne sont jamais accordées en ayant une audience accordée. On n'interroge pas le détenu, on ne lui demande, il n'y a pas d'audience, de procès, de contradictoire. Il n'y a pas d'interrogatoire, il n'y a rien. Tout se fait à partir d'un dossier écrit.
Donc les seuls qui sont au contact des détenus, ce sont les administrations pénitentiaires. Et puis de l'autre côté, le ministère de la Justice, lui, revendique une expertise qui est en réalité l'expertise finalement des magistrats. Alors ça pourrait sembler un peu étrange, parce que là je vous dis, est-ce que, après le prononcé de la peine, est-ce que finalement l'exécution de la peine est encore une question judiciaire ? Mais en même temps, je vous dis que celui qui doit s'occuper de cette question judiciaire, c'est un ministère, donc une branche du pouvoir exécutif. Donc on peine à comprendre. En réalité, il faut bien saisir qu'au XIXe siècle, le ministère de la Justice, et en particulier le directeur des affaires criminelles et des grâces, se considère d'une certaine manière comme une sorte de juge. Une sorte de juge, voilà. D'ailleurs, il y a un directeur des affaires criminelles et des grâces qui s'appelle Jules Lacointa, qui, à la fin du XIXe siècle, écrit sur les grâces collectives, et il appelle la direction des affaires criminelles et des grâces le tribunal de la miséricorde. Alors évidemment, c'est une image, mais il utilise quand même le terme tribunal. Et on voit bien que ces directeurs des affaires criminelles et des grâces, qui sont souvent eux-mêmes des magistrats, qui ont souvent travaillé au parquet avant, qui ont été des procureurs généraux, ils estiment finalement continuer l'œuvre des magistrats qui ont jugé, qui ont rendu la sentence. Et ce sont des juges de l'application des peines, en quelque sorte. D'une certaine manière, il y a une forme d'embryon de juge d'application des peines. Alors, en même temps, c'est ce que je dis est à nuancer. Évidemment, ils sont soumis à l'autorité du ministre de la Justice, qui peut décider un certain nombre de choses. Ils ne sont pas indépendants. Enfin bon, voilà, ils n'ont pas des éléments qui permettraient de les désigner vraiment comme des magistrats. Mais dans l'esprit, dans leur état d'esprit en tout cas, ils agissent en tant que magistrats. Et donc, c'est à eux, finalement, de choisir qui peut être gracié, parce que les représentants de l'administration pénitentiaire, eux, en revanche, ne sont de ce point de vue-là que des exécutants. Et donc, pour eux, il n'y aurait pas de remise en cause de la séparation des pouvoirs, de l'autorité de la justice, puisqu'ils incarnent justement cette justice. Oui, alors en même temps, on ne parle pas beaucoup en termes de séparation des pouvoirs. Oui, on est quand même au XIXe siècle, même si c'est quelque chose qui reste, je crois, relativement abstrait. Et on parle beaucoup en termes d'expertise, en fait. On dit les membres de l'administration de la justice, les membres, enfin le directeur des affaires criminelles et des grâces, c'est quelqu'un qui a et qui prend l'avis des magistrats du parquet. Donc, ce sont des magistrats qui connaissent en quelque sorte le droit, qui connaissent la justice, qui sont les seuls à même de rendre une décision juste. Voilà donc le dispositif de la grâce collective au XIXe siècle. Quels en sont les motifs et a-t-elle subi des critiques ? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de l'épisode. Les grâces collectives, instaurées par l'ordonnance de 1818, ne l'ont pas été sans raison ou sans précédent, évidemment. Elles s'inscrivent dans un certain contexte qu'il faut éclairer pour en comprendre les origines, on verra ça tout d'abord, avant de voir les critiques dont elles ont fait l'objet et qui ont pu expliquer le lent déclin de ces grâces. On l'a dit, la source fondamentale de la grâce collective, c'est l'ordonnance du 6 février 1818. Y a-t-il des précédents tout de même, ou des choses qui ressemblent à des précédents en droit français ? Il y a deux sortes de précédents, d'une certaine manière. Il y a d'abord le précédent de ce que j'appellerais la grâce solennelle. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que la grâce collective, puisque ce n'étaient pas ces mécanismes que nous venons de décrire de celui de l'ordonnance de 1818. Mais c'est vrai que sous l'Ancien Régime, il y avait des grâces solennelles. On accordait des grâces, effectivement, à des détenus, souvent à des détenus. Il y a toute une symbolique de la libération des chaînes, de la libération des prisonniers. Et les grands événements du royaume, les baptêmes, les mariages, les entrées princières, tout cela était synonyme de grâce, et j'allais dire de grâce solennelle. Et l'ordonnance de 1818 est d'une certaine manière une forme de renaissance de ces grâces solennelles. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est une renaissance très modernisée. C'est pour ça que c'est tout à fait une ordonnance qui correspond très bien, finalement, à l'époque de la Restauration. On a tenté en 1816, au moment du mariage du duc de Berry, donc l'héritier du trône, on a tenté de recréer d'une certaine manière des grâces solennelles sous la forme de l'Ancien Régime, et puis ça a échoué. C'est un épisode qui est beaucoup trop long pour que je puisse le raconter ici, mais en gros, on va dire que le directeur des affaires criminelles et des grâces de l'époque, qui s'appelle Le Gras-Véran, qui est un personnage très important, a réussi à empêcher, d'une certaine manière, qu'on reprenne les formes les plus anciennes. Et en 1818, je pense qu'il a
voulu, au fond, remettre au goût du jour la grâce solennelle, mais en lui donnant un contenu complètement différent. Ce contenu complètement différent, c'est celui, effectivement, de la récompense du détenu. Pourquoi ? Parce que le détenu récompensé, c'est quelque chose qui va tout à fait dans le sens de la question pénitentiaire, qui commence à s'imposer en ce début du XIXe siècle, le moment où on pense que la prison va peut-être améliorer le détenu, qu'elle va peut-être le rendre meilleur, et que donc il faudrait récompenser cet amendement, encourager cet amendement. Alors que sous l'Ancien Régime, c'était ni régulier, les grâces solennelles n'étaient pas régulières, et on ne se fondait pas sur le comportement des détenus. Exactement. Sous l'Ancien Régime, on pouvait quand même, tout de même, essayer de voir la question de la personnalité des personnes qui allaient être graciées. En fait, on écartait en réalité ceux dont on estimait que les crimes étaient trop graves, mais c'était absolument pas régulier. Ce n'était pas non plus, effectivement, quelque chose qui était lié à la conduite en détention. D'ailleurs, la détention en tant que telle n'avait pas ce côté de peine, centralité de la peine qu'il a à partir du XIXe siècle. Et donc, effectivement, ce qui comptait, c'était surtout le fait qu'on voulait accorder des grâces, qu'on voulait montrer la générosité du souverain. Alors qu'à partir de 1818, il y a toujours cet aspect solennel, mais il y a surtout cet aspect, effectivement, d'aider, de renforcer la bonne conduite en détention et l'amendement du prisonnier. Et ça, c'était donc la première source d'inspiration. Il y a aussi, je crois, une source bonapartiste. Alors, il y a eu des précédents, mais il est difficile de dire que c'est une source d'inspiration. En effet, à l'époque de Napoléon Ier, donc peu de temps après le rétablissement de la grâce, qui a été rétabli en 1802, après avoir été aboli en 1791, et bien peu de temps après, il va y avoir des grâces qui vont être accordées de manière régulière à des soldats qui avaient été condamnés pour désertion. Bon, alors, on avait créé un type de peine nouveau qu'on appelait peine du boulet, bref, peu importe. Et donc, en tout cas, on met en place des grâces collectives, des grâces individuelles, mais régulières, pour une infraction très spécifique. Voilà, pour cette infraction très spécifique. Et c'est là où est la différence, c'est qu'en réalité, on ne considère pas du tout de la même manière les détenus de droit commun, les condamnés de droit commun et les gens qui ont déserté. En fait, il n'y a pas le même opprobre moral qui s'attache aux déserteurs. Vous avez parlé du contexte pénitentiaire, de la réforme, de la volonté d'utiliser la prison comme une peine, ce qui n'était pas forcément le cas sous l'Ancien Régime, c'est un vaste débat. La prison comme une peine et une peine qui va améliorer le détenu. Justement, quels ont été les autres facteurs, culturels, politiques, que sais-je encore, qui expliquent que c'est au début du XIXe siècle que naissent ces grâces collectives qui n'avaient donc pas de précédent parfait avant. Pourquoi à ce moment-là ça naît ? Je crois vraiment qu'en 1818, on est à un moment où effectivement la question pénitentiaire va réapparaître. On est à un moment qu'on appelle le moment de la philanthropie. En fait, il y a des philanthropes très célèbres, comme le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, qui vont œuvrer pour aller dans le sens de la réforme de la prison et dans le sens également de la récompense de l'amendement du détenu. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il y a cette atmosphère. C'est la raison pour laquelle cette ordonnance naît en 1818. En 1819, il va y avoir la création de la Société royale des prisons. Enfin, vous avez tout un contexte, en réalité, de naissance de l'ordonnance. Un contexte aussi étranger, parce que je crois que dans certains pays, notamment aux États-Unis, en Hollande, il y avait quelque chose qui y ressemblait aussi un petit peu. Voilà. Alors, aux États-Unis, là, on reparle du duc de La Rochefoucauld-Liancourt. En fait, ce philanthrope avait publié un livre qui s'appelle « Les prisons de Philadelphie », dans lequel il décrit un système de grâce régulière accordée aux détenus qui sont amendés. Et donc, il milite en quelque sorte pour qu'on instaure ce type de réforme pénitentiaire en France. Alors, il y a même une tentative en 1814 qui avorte, mais enfin, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par cette personne pour arriver à cette réforme pénitentiaire. Alors, quant à la Hollande, c'est complètement différent. C'est plus ancien déjà. Alors, ça existait en Hollande, un système finalement de grâce. En fait, en Hollande, on pouvait condamner pour des crimes relativement légers à des peines très lourdes, avec ensuite un système effectivement de réduction de peine durant la période de détention. Et ça, semble-t-il, dès l'époque moderne, donc assez ancien. Et la France va découvrir ce système de manière assez fortuite en occupant et en annexant la Hollande. Entre 1811 et 1813, c'est directement au contact du système judiciaire de la Hollande que les Français vont découvrir ce système. Et le Gravérend, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le premier directeur des affaires criminelles et des grâces, et qui était en poste en 1818, va, dans un de ses ouvrages, noter le point commun entre les deux systèmes. Et lui-même, le Gravérand, il était déjà chef de la division criminelle du ministère de la Justice entre 1811 et 1813. Donc il a connu directement cet épisode. Et il est certain qu'il y a une forme d'inspiration, non pas, j'allais dire, par le biais de la doctrine, mais par le biais de la pratique, entre
ces grâces de la Hollande et l'ordonnance de 1818. Le but donc de cette grâce pénitentiaire, c'est ce que vous appelez une fonction pénitentiaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai essayé de parler de la fonction des grâces parce que c'était quand même nécessaire. Il faut comprendre que la grâce, en principe, elle n'a pas de fonction particulière ou d'usage particulier ou de raison particulière. Et on peut donner des grâces pour énormément de raisons. Ça peut être pour des motifs politiques, ça peut être pour dépénaliser de fait certaines infractions, ça peut être pour harmoniser des législations dans les territoires récemment intégrés à la France, ça peut même être, par exemple, pour libérer des détenus quand on a une épidémie, comme lors de l'épidémie de choléra en 1832. Donc vous voyez que la grâce peut servir à toutes sortes, j'allais dire, de buts et de motifs. Et donc, pour parler de ces grâces qui sont données dans un but particulier, donc qui c'est l'amendement du détenu, j'ai essayé de parler de ces fonctions parce que ça me semblait nécessaire, parce que déjà, il n'y a pas que, en réalité, les grâces collectives qui vont avoir cette fonction pénitentiaire. Certaines grâces individuelles vont aussi, accordées à des détenus, vont aussi avoir la même fonction. Donc il va y avoir une sorte de, on va dire, d'entraînement de la grâce individuelle par la grâce collective sur cet aspect-là. Et ensuite, il fallait aussi essayer de bien dégager cette fonction parce que les grâces collectives sont certes instituées dans un but précis, mais vous vous doutez bien que voilà, parfois on sort un petit peu des prescriptions de l'ordonnance et de temps en temps on va quand même utiliser les grâces collectives pour autre chose. Donc il s'agissait d'essayer de recentrer cette grâce collective et de voir si réellement elle avait pu occuper cette fonction pénitentiaire qu'elle devait avoir à l'origine. Voilà pour les origines justement de la grâce institutionnalisée au début du 19e, avant de décliner en raison de certaines critiques. Cette grâce a eu des défenseurs, elle a eu des critiques, comme la grâce individuelle d'ailleurs, qui a disparu, hein, c'est ça pendant la Révolution, la grâce individuelle. Ah oui, alors la grâce individuelle, alors, elle a été abolie en 1791 avec les lettres de justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a interdit les lettres de justice, on a de fait interdit les grâces, puisque c'était par ce biais qu'elles étaient accordées. Et il y avait des critiques très, très fortes de la grâce. Je crois que c'est Filangieri qui disait « Si la grâce est juste, la loi est mauvaise. Si la loi est bonne, la grâce est une violation de la loi. » Donc il faut soit abolir la loi, soit abolir la grâce. Autrement dit, on pensait, à l'époque des réformateurs, au XVIIIe siècle, on pensait que la grâce n'était nécessaire que si la loi était mauvaise. Mais si la loi était bonne, il n'y avait plus besoin de grâce. La punition est juste, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de grâce. Voilà. Cette grâce individuelle va être restaurée par Napoléon, qui était pourtant hostile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il est pas hostile à la grâce en tant que telle, mais il est hostile à la grâce pour les condamnés de droit commun, je crois. Et en fait, il explique, en particulier dans une lettre qu'il envoie à son frère Louis, qui est à l'époque donc le roi de Hollande, il explique qu'il est bon d'utiliser la grâce pour des motifs politiques, lorsqu'il s'agit effectivement de s'attacher finalement le peuple. Mais par contre, il faut éviter de l'utiliser pour les prisonniers de droit commun parce que ça affaiblit l'État. Et vous savez quand même que Napoléon a une conception autoritaire de l'État. Ce qui paraît. Laissons de côté les grâces individuelles, revenons aux grâces collectives. Est-ce qu'elles ont eu des critiques spécifiques ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que cette expression grâce collective que nous utilisons depuis le début, il faut quand même que je dise qu'elle est née progressivement au cours du XIXe siècle. Au début, on n'appelait pas les grâces de l'ordonnance du 6 février 1818 grâces collectives. On les appelait soit grâces de l'ordonnance, soit on les appelait par la date à laquelle elles étaient rendues. Donc la grâce de la fête du roi. Ensuite, on les a appelées grâces générales. Et puis l'expression grâce collective est née très progressivement. Elle s'est imposée seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et du coup, quand on critique la grâce au XIXe siècle, surtout au début, par exemple pendant le débat pénitentiaire sous la monarchie de Juillet, on ne dit jamais grâce collective parce que l'expression n'existe pas. Mais on se rend compte que quand on critique la grâce, c'est très souvent à cette grâce collective à fonction pénitentiaire qu'on pense en réalité, bien qu'on dise la grâce en général. Parce que la grâce des condamnés à mort, elle est quasiment jamais critiquée. Tout le monde pense qu'il est normal que quand quelqu'un était condamné à mort, il ait le droit à un nouvel examen au moins de l'exécution de sa sentence. Donc vous voyez, on s'intéresse peu également aux grâces, je ne sais pas, pour les amendes contraventionnelles, les choses comme ça. Donc c'est finalement, quand on parle de la grâce, en réalité, c'est souvent à la grâce collective pénitentiaire qu'on pense. Et là, il y a des critiques qui sont très fortes. Et en particulier, Lucas, par exemple, Charles Lucas ou Tocqueville vont critiquer la grâce essentiellement parce qu'elle affaiblit trop la répression. Et le modèle américain qui avait été mis en avant par La Rochefoucauld-Liancourt est maintenant réutilisé par Lucas et par Tocqueville pour dire qu'il y a beaucoup d'abus aux États-Unis et que donc il faut surtout ne pas multiplier les grâces.
Les grâces collectives sont donc critiquées par certains, elles persistent pourtant au 19e avant d'être concurrencées, on l'a dit, par la libération conditionnelle. Quand est-ce qu'il est mis en place ce mécanisme? C'est dans les années 1881, mais pourquoi il est mis en place alors que vous l'avez dit, c'est pas si différent que ça de la grâce? Alors dans un premier temps, l'idée de la libération conditionnelle ou libération préparatoire, comme elle était appelée au début, elle est mise en avant par un auteur, donc Bonneville de Marsangy, dans les années 1840. Et elle n'est pas du tout conçue comme quelque chose qui doit remplacer la grâce collective, mais bien au contraire comme quelque chose qui doit la prolonger. Bonneville-Marsangy n'utilise pas l'expression grâce collective, mais c'est bien évidemment les grâces de l'ordonnance auxquelles il pense. Et il dit qu'en fait, ces grâces, quand même, on ne peut pas les multiplier trop parce que le droit de grâce est quand même un droit exceptionnel, donc son usage ordinaire quand même a tendance à être un petit peu problématique. Donc il faudrait trouver un mécanisme qui puisse, en quelque sorte, l'étendre. Et il parle de libération préparatoire. Et c'est ainsi qu'il introduit cette idée-là. Et je pense aussi que Bonneville de Marsangy a conscience des critiques qui étaient adressées à la grâce, en particulier les critiques, donc, je l'ai dit, par Charles Lucas, Tocqueville et d'autres encore. Et donc je pense que l'idée, c'était aussi en utilisant un autre terme, en mettant en place un autre mécanisme, peut-être d'échapper un petit peu aux critiques qui étaient adressées à la grâce. À partir de là, à partir de cette idée-là de Bonneville de Marsangy, il va y avoir au début des années 1880, donc par le sénateur Béranger, la proposition de mettre en place les libérations conditionnelles, donc avec la loi de 1885. Mais justement, ces promoteurs de cette libération préparatoire ou conditionnelle ont bien conscience qu'il y a quand même une parenté entre les deux mécanismes. Pourtant, vous montrez minutieusement qu'ils vont tout faire pour les distinguer, dire non, la main sur le cœur, ça n'a rien à voir. Comment vont-ils faire pour les distinguer? Alors, c'est vrai, ils cherchent à tout prix à les distinguer. Ils vont essayer donc ils vont critiquer la grâce. Ils vont dire, par exemple, Béranger dit qu'elle est arbitraire. C'est finalement une critique qui revient assez peu au XIXe siècle. En général, on reproche à la grâce collective d'affaiblir la répression, mais on dit plus rarement qu'elle est arbitraire. C'est pourtant ce que dit essentiellement Béranger. Donc il va la présenter comme arbitraire, il va dire qu'elle n'a rien à voir avec la libération conditionnelle, et il va tout faire pour faire en sorte que la libération conditionnelle apparaisse comme une idée neuve, alors que l'idée n'est pas si neuve. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est effectivement essayer de détourner vers la grâce des critiques qui en réalité s'appliquaient plutôt à la clémence en général, mais là on essaye de promouvoir une institution de clémence, donc on détourne vers la grâce les critiques potentielles. Ensuite, évidemment, c'était plus intéressant de présenter la libération conditionnelle comme quelque chose de nouveau, comme une nouveauté, parce que dire qu'on va créer une institution nouvelle, on va faire du fake jeu, c'est pas toujours vendeur. Donc ça, ce sont toutes les raisons. Et pour ça, il va y avoir un certain nombre d'argumentations. On va dire par exemple que la libération conditionnelle n'est qu'une modalité d'exécution de la peine. Oui, parce que ça, on l'a peut-être pas insisté là-dessus, mais dans la libération conditionnelle, à la différence de la grâce, la sortie de prison n'est pas acquise, n'est pas définitive. Si l'individu faute, il y retourne. Voilà, mais en réalité, il aurait été très facile de rendre les grâces conditionnelles. Et il y a tout un débat sur la grâce peut-elle être conditionnelle ou non. Mais même si beaucoup d'auteurs ont tendance à penser qu'elle ne peut pas l'être, en réalité, la Cour de cassation considère qu'elle peut tout à fait l'être, et les grâces conditionnelles vont exister. Donc en réalité, on n'avait pas besoin de créer la loi sur la libération conditionnelle, il suffisait de dire que les grâces collectives pouvaient être conditionnelles, et vous aviez le même mécanisme. Mais politiquement, c'était pas vendeur. Voilà, politiquement, c'était pas vendeur, et puis je crois que finalement, il y avait quand même aussi la volonté d'étendre quand même, autant que faire se peut, le nombre de mesures qui seraient accordées, et donc c'était important de pouvoir présenter ça comme une nouveauté. Mais j'insiste sur un point, et auquel on pensait assez peu d'ailleurs au moment du débat sur la libération conditionnelle, c'est que les grâces ne servaient pas qu'à libérer des détenus, elles servaient aussi à accorder des réductions de peine. Et c'est là où en réalité la libération conditionnelle ne pouvait pas remplacer la grâce. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, comment vont s'articuler ces deux mécanismes quand ils vont cohabiter ? Assez difficilement au début, parce que comme on a voulu absolument en faire deux mécanismes différents, on n'a pas pensé justement leur articulation. Et les 3 premières années de la mise en place de la libération conditionnelle est extrêmement chaotique. Et il y a là énormément d'échanges entre les deux ministères, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, sur cette question. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est très important, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de l'Intérieur et non par le ministre de la Justice. Et évidemment, ça a été aussi source de débats et de conflits entre ces deux administrations rivales, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, donc, ça a été très chaotique au début, et puis finalement, on a réussi à s'accorder, et donc les libérations conditionnelles doivent devenir la norme, les grâces l'exception. En réalité, on donne des grâces toujours, ne serait-ce que parce qu'effectivement, c'est ce qui permet d'accorder des réductions de peine, et en ce sens, les grâces
collectifs de cette forme vont durer jusqu'à 1972, c'est-à-dire jusqu'à la première loi sur les réductions de peine. En réalité, c'est seulement à ce moment-là qu'on va les abandonner complètement. Et puis ensuite, et c'est le deuxième point, on va se rendre compte qu'en fait, la libération conditionnelle, le ministère de l'Intérieur a mis trop de conditions à cette mesure, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certificat de travail, il faut un certain nombre de choses pour pouvoir demander la libération conditionnelle. Donc il y a des exclus de la libération conditionnelle, et ces exclus de la libération conditionnelle, eh bien, on les inclut dans les grâces collectives. Qui sert de voiture-balai en quelque sorte. Exactement. Merci beaucoup, Denis Lamotte, d'avoir répondu ainsi à mes questions, qui donne un aperçu de votre thèse, dont je rappelle le titre « Les grâces collectives en France au XIXe siècle, 1818-1911 ». Est-ce qu'elle sera publiée un jour ? Je l'espère. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.